une petite anecdote aussi par rapport à la genèse du projet en lui-même et même de Dontnod. C'est des rencontres en fait importantes qui ont eu lieu pour moi ici aux Utopiales dans les années précédentes. Il y a peut-être des gens qui étaient là tout à l'heure, justement Gilles, qui était le modérateur en fait de la première partie, là, le speed painting, a évoqué justement en 2006, je suis venu ici où j'avais eu un prix et j'ai pu rencontrer Alain Damasio, qui également avait eu le Grand Prix de l'Imaginaire ici même. On s'est rencontrés au lieu unique à côté, où on a éclusé plusieurs bières, parlé de différentes choses. On a gardé ensuite contact et c'était en partie une des premières étapes, on va dire, de Dontnod. Et il y a également la rencontre avec Michel Cor, qui est également l'autre directeur artistique de Dontnod, du projet, que j'ai rencontré également ici. Donc il y a plein de rencontres potentielles qui peuvent arriver. Donc retournez-vous, regardez un petit peu, jaugez les gens autour de vous, parce qu'il y a peut-être de belles aventures qui peuvent naître. Embrassez votre voisin votre de gauche. prochain, serrez-vous les mains, et puis voilà, faites des jeux vidéo. Donc on va rentrer peut-être dans le vif du sujet, et puis je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent Remember Me, d'autres qui y ont joué, d'autres qui connaissent peut-être pas du tout. Donc pour se rafraîchir un petit peu... Il y a une expo quand même à l'entrée. Il y a une expo à l'entrée, voilà. Donc pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est le cas de le dire, on va lancer le trailer de l'enfant. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas, donc on a quand même du travail à faire. A friend once said, the memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress. A son's first words, a mother's last words, a lover's kiss, a father's deception. There are no secrets anymore. And if remixing a single memory can change a man's life, then changing a single man could remix the world. That was my job until someone did it to me. They wiped you clean, Millen. How do I know I can still trust you? Des inspirations, de comment on a créé le projet. Et puis je crois que tout d'abord on va revenir un petit peu, tu as peut-être dû déjà en parler un petit peu avant, mais on va revenir un peu sur ce que tu as fait avant, toi, Alexis. C'était une présentation qui était en partie articulée sur la partie visuelle, présentation qu'on a faite au Comic-Con aux États-Unis, Comic-Con en France, différentes autres occasions, enfin il a évolué. Donc on commençait un petit peu avec mon travail entre autres, donc pour faire vite je suis illustrateur. Je fais des images, j'ai travaillé à la fois dans l'illustration, la bande dessinée et le jeu vidéo pour pas mal de clients différents, que ce soit Marvel, Magic the Gathering, le jeu de cartes à collectionner, des couvertures de romans, pour Ubisoft, NCSoft. J'ai réalisé également de la bande dessinée pour les éditions Soleil ou encore pour des boîtes américaines comme Dark Horse ou Todd McFarlane sur Spawn. Tu peux peut-être passer. De beaux châteaux. Habituellement, tu sors plus de vannes. Non, des châteaux, les bonhommes dans l'espace, ça se bagarre. Je suis admiratif. Pour Marvel, et donc j'ai toujours un petit peu oscillé entre tous ces champs différents. Je ne sais pas si j'en ai parlé lors d'avant. Ça semble, c'est lié par l'image, mais c'est pas du tout la même façon d'appréhender ces médias, c'est pas du tout les mêmes problématiques. L'illustration, la finalité, c'est une belle image. La BD, c'est de la narration. Le jeu vidéo, c'est encore autre chose, c'est encore beaucoup plus complexe.
Et parmi tout ce que j'ai fait, je fais partie de la génération Star Wars, mais le côté travail d'anticipation, de prospective, le fait de créer un futur proche qui soit crédible, ça j'ai toujours adoré. Et du coup, sur Remember Me, c'était au cœur du défi. Bignou, tout à fait. Ça, c'est quelques-uns de tes autres travaux sur Magic, notamment. Donc c'est un gros jeu de cartes à collectionner. Là, on est dans un registre travaux d'illustration. Merlin, c'est un livre qu'on avait présenté ici avec mon collègue Jean-Sébastien Rosbach. Donc voilà, c'était un gros livre illustré qui revisitait le mythe du chaman magicien Merlin. On était parti très loin de l'imagerie Disney, du vieux barbu avec son chapeau pointu et les petites étoiles dessus, avec une approche beaucoup plus réaliste et puis un travail au maximum de peintre à l'intérieur. Mais revenons à nos moutons. Donc, Remember Me, c'est quoi? C'est donc un jeu d'action-aventure qu'on a sorti sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et sur PC en juin dernier dans le monde entier. Et c'est un jeu qui se passe à Néo-Paris en 2084. Donc on va revenir un petit peu tout à l'heure sur la genèse architecturale, graphique de l'univers. C'est bien sûr un clin d'œil à 1984, à George Orwell. Ce que ça veut dire, le symbole qu'on a mis là-dedans, c'est simplement que c'est l'après-société autoritaire. Donc après la société autoritaire vient la société de surveillance, la société de contrôle, admise par tous, au gré de tous. Et c'est quelque chose sur laquelle on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. On aura Alain et Stéphane qui ont été vraiment les bâtisseurs de l'univers narratif du jeu. Et c'est des concepts sur lesquels on a beaucoup travaillé ensemble, que eux ont vraiment pétri, détaillé jusque dans les détails les plus infimes pour faire un background d'univers qui soit le plus cohérent, le plus immersif possible. On peut aussi dire par rapport justement à cette date-là, que le choix a été fait de façon plus symbolique que réaliste, que même nous en interne on a eu des discussions par rapport au futur qu'on dépeint, le niveau technologique utilisé et cette date en question. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop loin dans le futur? Mais c'est plus un symbole. Ouais, voilà. Il n'y a pas moyen qu'en 2084 le monde ce soit comme ça, mais en fait, pour nous en tout cas, l'idée c'est pas de dire voilà le 13 novembre 2087 il fera telle température. L'idée c'est voilà d'avoir du symbole. Si vous reprenez commencer ce jeu en 2008, on s'est projeté en 2084, il y avait un beau symbole à faire et voilà, ça s'arrête là. Après il y a tout un travail de prospective qui lui est excessivement poussé, excessivement sérieux et qui veut vraiment pousser vers ce que tu appellerais mon cher la vérisimilitude, mais sur cette date là voilà, c'est plus comme tu disais un symbole qu'autre chose. Et donc cette société de contrôle de 2084, comment est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste par le petit implant que vous voyez à l'arrière de la nuque de la jeune femme en bas à gauche de l'image. Ça s'appelle un Sensen et c'est la nouvelle technologie, le nouveau paradigme autour duquel tout le monde entier tourne. La révolution est née à Néo-Paris, mais le monde entier en profite et c'est simplement le réseau social du futur. C'est Facebook fois Twitter fois MySpace fois tout ce que vous voulez. Et c'est un implant neuronal qui permet d'enregistrer, de numériser en temps réel tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, et d'en faire, tout ce qu'on sait également, et d'en faire des souvenirs qu'on va pouvoir vendre, qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir acheter, et qu'on va pouvoir voler ou changer. Et ça va être un petit peu le point de départ de Remember Me. Il y a bien sûr des fabricants pour ce Sensen, il y a une entreprise derrière tout ça, parce que tout ce savoir, toutes les données qu'on peut récolter en numérisant les souvenirs des gens, ça sert à quelqu'un. Cette entreprise, c'est Memorize. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment, en 2084, de garde-fou pour le pouvoir de Memorize. C'est-à-dire que c'est donc l'entreprise qui voit transférer sur ses serveurs des millions de souvenirs humains chaque jour. On peut imaginer le pouvoir que ça représente, comme je vous le disais, en termes de data mining, de profiling marketing. On sait exactement qui vous êtes, ce que vous faites. On peut projeter ce que vous allez faire dans les années qui viennent, basé sur toutes les données qu'on a sur vous. Toute ressemblance avec un gros réseau social existant déjà étant bien sûr totalement fortuite. Et plus personne ne résiste en fait à la domination de Memorize, parce que c'est super cool de pouvoir numériser ses souvenirs et d'être pote avec tout le monde sur le Facebook du futur. Plus personne sauf un groupe d'irréductibles gaulois, d'irréductibles activistes qui
qui combattent la domination de Memorize. Juste sur Memorize, peut-être un autre petit point, je pense à son créateur, Antoine Cartier-Wells, qui a mis en ligne un journal dans lequel il évoque et il décrit toutes ses expériences. Ça se passe en 2013 en fait, voilà, donc Antoine Cartier-Wells qui est le précurseur créateur de cette boîte-là. Et sur le net, vous pouvez trouver justement son journal de bord où il évoque, comme je disais, toutes les découvertes et toutes ces avancées par rapport à la digitalisation de la mémoire aujourd'hui en 2013. Et il joue un rôle très important dans le scénario du jeu, mais on ne va pas en dévoiler plus au cas où vous n'y auriez pas encore joué et que vous le souhaiteriez. Donc je disais les zéroristes, ce groupe d'activistes, on les appelle les zéroristes. Ils cherchent à mettre des erreurs dans les systèmes de Memorize. Ce ne sont pas des terroristes, ils ne pratiquent pas la violence physique active, mais sont les zéroristes. Et dans le jeu, dans Remember Me, ce qu'on propose aux joueurs, c'est d'incarner la plus douée d'entre eux. C'est une terroriste et c'est Nilin. Voilà, un joli palindrome comme le nom de notre studio, Dontnod. Donc ça, Alain pourra nous en parler tout à l'heure. Son goût pour les jeux de mots est arrosé de bon vin rouge. Les jeux de mots de plus ou moins bon goût, mais celui-là est très joli. On pourra parler un petit peu de son travail. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ses ouvrages, La Horde du Contrevent, La Zone du Dehors. Il sera plus à même de parler de tout ça. Grand Prix de l'Imaginaire 2006 pour La Horde du Contrevent, qui est cofondateur du studio, qui a été co-directeur narratif, directeur narratif sur le projet, qui est le directeur narratif du studio et qui a été épaulé sur Remember Me par Stéphane Beauverger, qui lui a été Grand Prix de l'Imaginaire 2010 avec le Déchronologue, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Et à deux, voilà, ils ont l'un esquissé les grandes lignes de l'univers et l'autre mis en œuvre tout le scénario, tous les dialogues pour faire de Remember Me cette belle aventure narrative. Et j'en étais où déjà? Donc Nilin, voilà, c'est un personnage, c'est notre personnage principal. Donc on l'a vu bouger sur nos écrans pendant 5 ans, on y est très attaché. C'était la meilleure des terroristes. Le problème, c'est qu'elle est devenue très dangereuse pour Memorize et on lui a effacé la mémoire. Alors c'est un peu un cliché dans les jeux vidéo que d'effacer la mémoire de son personnage principal, mais nous, quand même, ça s'y prêtait bien. Et donc sa quête va consister à récupérer progressivement des fragments de qui elle était, savoir pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, pourquoi est-ce que tout le monde dit que seule elle peut changer le monde. Elle va être guidée dans cette quête par Edge, qui est le leader des terroristes et qui va donc l'amener de révélation en révélation et va lui permettre aussi de réussir à maîtriser de mieux en mieux sa mémoire procédurale qu'elle commence à regagner progressivement. Donc des mouvements de combat, on est dans un jeu d'action-aventure, on aura l'occasion d'en reparler. Donc il y a tout un système aussi basé sur l'apprentissage des souvenirs oubliés de combat de Nilin. Et donc voilà, Remember Me, c'est sa trajectoire personnelle, savoir qui elle est, qui elle était, qui elle peut devenir, et on a un petit trailer sur le scénario qu'on va vous montrer tout de suite. Peggy 16. The year is 2084, and this is Neo Paris. The enemy is Memorize. Malin, seems like a lifetime. I'm sorry, I have no memory of you. You were a memory hunter, Nilin. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. Remember us. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! What was that? Your little games don't scare me, madame. I'm here to get my memory back. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? I can feel the power that scares them so. The power to take what someone is, to rewrite their history, to play God. Et c'est vraiment 5 ans d'un projet qu'on a mené ici en France. C'est une aventure extraordinaire et c'est vraiment super de pouvoir être ici aujourd'hui à vous en parler, sachant qu'on a commencé quand même à 5 dans des bouges plus ou moins douteux à Paris, autour du canal Saint-Martin, et que voilà, aujourd'hui le studio existe. Il y a quelques-uns de ses membres qui sont ici aujourd'hui et voilà. Donc
Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose où on embraye Voilà, si tu veux que je parle des sessions improbables de couscous vin rouge du mercredi soir. C'était les premières réunions, effectivement. Enfin, c'est une histoire assez incroyable, mais on pourra peut-être on parlait tout à l'heure sur la jeunesse du projet. Là, je crois on va évoquer la conception de l'univers, du monde. Tu as parlé du travail qui a été fait en amont par Alain Damasio, par Stéphane Beauverger, par toute l'équipe narrative au niveau de l'écriture. Là, il y a le pendant, on va dire, ou la facette artistique, visuelle, ce qui me fait penser aussi que le jeu vidéo, c'est un gros travail collectif, et je trouve ça extrêmement réducteur, en fait, de revenir juste au travail de l'image et au travail d'écriture, pour juste aussi un corps de métier, je pense, qui est très peu connu du grand public, la notion même, qui est au cœur du jeu, de tout ce qui est game design, à part peut-être pour les gamers, mais voilà, c'est vraiment, on fait un jeu vidéo, et avant même... quoi que ce soit, la priorité en fait c'est faire du jeu, faire quelque chose qui soit fun à jouer, qui soit... J'ai que des anglicismes en tête là. C'est pas grave. C'est vraiment un métier pluridisciplinaire par excellence. Et c'est vraiment un milieu passionnant parce que c'est un milieu où des gens très artistiques rencontrent des gens très techniques. Et tous les gens artistiques ont une fibre technique et tous les gens techniques ont une fibre artistique. Donc ça donne des débats parfois assez passionnés. Et c'est vraiment une dynamique qui est vraiment extraordinaire. Et effectivement, comme tu dis, le cœur du jeu, c'est les game designers, c'est ceux qui créent l'expérience de jeu, en fait, qui se posent toutes les questions sur quelles vont être les règles du jeu, mais c'est pas que ça, c'est comment est-ce qu'on va motiver le joueur, comment est-ce qu'on va mettre en scène ses aventures. C'est vraiment des réalisateurs de chaque séquence de jeu, et c'est eux qui sont la force motrice d'un jeu vidéo. Maintenant, c'est la force motrice, mais sans tous les autres corps de métier, il n'y aurait rien. Donc c'est vraiment un équipage, comme tu dis, c'est vraiment un sport d'équipe, et voilà. Et donc pour revenir à la naissance de Néo Paris, et pour essentiellement la partie visuelle, là je parlerai justement de notre équipe. On est une équipe de concept artistes très balèze, chapeautée par un second directeur artistique qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu venir avec nous, Michel Corr. Il y a certaines de ses illustrations qui sont présentes à l'écran. Et Néo Paris, pourquoi Néo Paris, mon ami? Vous auriez pu prendre plein d'autres villes un petit peu partout dans le monde, mais pourquoi vous en êtes revenu à cette ville? Pourquoi nous en sommes revenus? Tout à fait. Alors, Néo Paris, c'est beaucoup de choses. Déjà, à la base, ça devait pas être Néo Paris. Ça devait pas être Paris du tout, parce que on avait plein d'idées un petit peu folles en termes de design du jeu. On était français, on habitait à Paris et on avait vraiment peur que, en fait, les éditeurs, qui sont pour la plupart anglo-saxons, soit frileux vis-à-vis de la French Touch, qui consiste en plein de très belles choses, en musique, en art, voilà, mais qui en jeu vidéo a souvent eu parfois la connotation d'avoir de très bonnes idées mais de ne pas savoir les mettre en œuvre. Donc on voulait, ça faisait partie d'un petit peu tout un syndrome de dénégation peut-être de soi-même à un moment donné, qu'on a en fait dépassé en parlant avec les gens, en ayant aussi les feedbacks de gens qu'on côtoyait. Puis on est revenu sur Paris parce que c'est une des, je sais pas, je te coupe peut-être ton speech là, tu veux en parler? Pas du tout, non, je pensais des points complémentaires, même avant ça. Le premier nom du projet s'appelait Adrift, qui veut dire à la dérive. Et il y avait tout un gros pan de la conception de l'univers et même du jeu qui était articulé autour de ça. C'était la dérive sociétale, la dérive intime au niveau de nos personnages, la dérive écologique. Du coup, si on prend ce paramètre-là en compte, avec la montée des eaux possibles, des règlements climatiques, on s'est posé la question de quelle ville serait à même de servir en fait ce propos-là. Donc arrive tout de suite en tête San Francisco, San Diego, les villes qui sont proches en fait des grandes failles, Tokyo également. Après, il y a d'autres questions qui se posent, c'est comment faire pour un petit peu de sang neuf. Tokyo, vous l'avez déjà vu dans Akira, Neo Tokyo, Sydney peut-être, et puis finalement, à force de tourner autour du pot, on en est revenu à Paris pour plein de raisons différentes, qui était également que c'est une des villes les plus touristiques au monde, que même si la French Touch peut nous déranger, on est quand même content
d'appuyer une production française, et puis même si cette ville parfois on la hait, mais on l'aime beaucoup également. Notre studio est basé à Paris. T'as d'autres points en tête? Non, mais c'est ça. Il y a un journaliste récemment qui a dit qu'on était la Neo French Touch. C'était très pompeux, mais ça m'avait fait plaisir. Oui, c'était ça. C'était le pouvoir descendre dans la rue, faire des milliers prendre un peu le métro, parce qu'on est dans le 19e rue d'Aubervilliers. Pour ceux qui connaissent, c'est pas vraiment le plus pittoresque, mais voilà, tout le matériau de base était à portée d'appareils photo, et c'est vrai que c'était une opportunité extraordinaire. Ouais, le fait d'être au cœur en fait du sujet que vous traitez, même si voilà, il y a tout un travail de projection, c'est pas Paris en 2013, mais il faut se baser en fait sur le Paris actuel pour rendre le Paris de 2084 crédible. Mais oui, effectivement, ça nous arrivait de faire des petites sessions avec une partie de l'équipe, de prendre des appareils photo et d'aller à un point du côté de Saint-Michel et se dire bah voilà, on a choisi tel point de départ, tel point de sortie, on fait le parcours et on shoot un petit peu tout et on observe un petit peu la ville autour de nous. Et ce qui est paradoxal aussi, ou ce qui est marrant, c'est je dirais même le fait d'habiter dans cette ville, pour ma part en fait, pour la tienne également, depuis plus longtemps, et parfois en fait de pas avoir, c'est le quotidien et on fait pas attention à tout, et c'est quand on s'inscrit dans un travail, on va dire, de recherche ou plus poussé à devoir analyser, qu'on est plus attentif à plein de micro-détails, que ce soit les crottes de pigeons sur les façades, les affiches arrachées, essayer de noter justement tous ces petits points qui vont rendre en fait le travail de création crédible. Donc on va peut-être rentrer dedans un petit peu plus en détail. Juste pour le détail, l'anecdote, c'est pas fin du tout, mais Neo Paris, c'est vraiment un clin d'œil de fanboy à Neo Tokyo, clairement. Je vénère absolument Katsuhiro Otomo. Et voilà, ça faisait sens aussi, donc voilà. Notre histoire ou le feeling qu'on a par rapport à notre jeu vidéo au tout début, ça se déroule dans une ville, laquelle voilà, on a résolu, on a trouvé Neo Paris. Ensuite se pose la problématique de comment faire pour avoir un gameplay intéressant, des phases de jeu qui soient cool, d'être également aussi compétitif, de faire voyager les gens, de créer un contexte exotique, j'allais dire. Et là, en fait, se pose la question, par exemple, si vous prenez pas mal de compétiteurs, de jeux avec lesquels on se retrouve en compétition, je pense à Uncharted, je pense à plein d'autres jeux, je pourrais en prendre vraiment un gros paquet. Et il y a aussi cette notion de voyage et de diversité. Si vous êtes joueur, que vous jouez à God of War, des jeux action-aventure dans lesquels on s'inscrit un petit peu dans la même veine, avec pas mal de différences, mais vous avez parfois votre personnage principal qui va être amené à escalader des falaises, des châteaux de 5 km au bas mot. Donc nous voilà, on se retrouve avec nos 130 petits mètres de dénivelé. Donc on a essayé de trouver artificiellement en fait des excuses pour créer, pour augmenter, optimiser ce dénivelé. Et après, ça va de pair aussi avec des envies au niveau narratif, au niveau game design, et le fait d'avoir 3 portions, 3 strates en fait différentes, qui ont vraiment un feeling complémentaire. Et là, je te laisse en fait parler de chacune d'elles. Le Deep Paris, le Mid Paris et le High Paris. Donc voilà, c'est les 3 environnements dans lesquels Nilin évolue dans le jeu. On a le Deep Paris qui est comme son nom l'évoque, vraiment on va dire la couche la plus basse socialement de la ville. On a le Mid Paris qui est plus la couche, on va dire, Saint-Germain-des-Prés. Et puis on a le High Paris qui est là où se trouve l'Élysée de Neo Paris, la tour de Memorize, qui est ça c'est les cités autonomes où vivent vraiment les gens de la haute. Et dans le jeu, on a une répartition à peu près équivalente entre ces 3 strates, sachant qu'il y a des environnements qu'on revisite. Il y a une inondation majeure à un moment donné dans le jeu et on revisite un endroit qui était vide, on le revisite inondé et inversement. Ouais. Okay. Je pensais à d'autres points quand tu as fait la présentation rapide. Justement, le High Paris, comme vous le voyez là, c'est peut-être la partie la plus techno, la plus high-tech, on va dire, SF propre, édulcorée, un petit peu plus distante de nous, une espèce de fantasme utopique quelque part de science-fiction. Et le Mid Paris, à contrario, là, comme disait Jean-Max, là, en parlant de Saint-Germain-des-Prés, là, une partie de Paris, on va dire typique, c'est la zone, c'est peut-être pas forcément le plus visible sur les visuels là, qui ont été choisis, mais c'est la zone la plus proche en fait de Paris aujourd'hui. Et c'est un outil qu'on a essayé de développer, c'est une technique aussi qu'on a appliquée à beaucoup d'autres points en fait du jeu. C'est le fait de toujours garder en tête et de conserver des points d'entrée clairs pour le joueur. C'est-à-dire pas lui proposer un univers complètement délirant avec des vaisseaux spatiaux qui volent de tous les côtés, un truc incompréhensible, mais de revenir à quelque chose d'extrêmement concret, de reconnaissable. Donc en l'occurrence en fait Paris aujourd'hui, Paris en 2013, Paris a un gros bagage culturel et artistique. Donc nous, de la même façon, enfin pas de la même façon, mais pour jongler avec ce point fort, on a essayé de conserver des vieilles pierres, de conserver des éléments reconnaissables. Je crois qu'il y a une slide juste après là, qui traite de ça. Voilà, la Tour Eiffel à grande échelle,
La même chose en fait, conserver la Bastille, donc un élément on va dire architectural moindre, et après c'est plein d'autres micro-détails sur l'architecture, les façades haussmanniennes, les devantures classiques, les portes, les fenêtres, essayer de conserver à chaque fois ce ton, le ton de Paris actuel. Pour revenir juste au travail de conception, là, donc une vidéo vaut mieux que plus d'images, vu que tu as fait la transition avec d'autres trucs. Et je dirais juste que en gros, l'essentiel de notre travail en fait, de prospective, d'anticipation là, pour créer l'univers de 2084, c'est de mettre des préservatifs sur la tête. Ouais. Donc, il repose sur 3 piliers en fait, c'est la documentation, c'est-à-dire Paris aujourd'hui, être respectueux en fait de Paris, d'un élément reconnaissable, historique. Voilà, comme je disais avant, c'est pour conserver des entrées claires pour le joueur spectateur, des points d'entrée, des éléments reconnaissables. Après, il y a tout un travail d'aller voir un petit peu tout ce qui se fait dans la mode, la techno, l'architecture au niveau prototypage et anticipation. Et après, bien sûr, en fait, il y a la licence artistique, il y a mélangé un petit peu tout ça et trier et rajouter aussi, comment dire, des choses issues, on va dire, de la culture populaire, où on n'est pas dans un rapport de thèse scientifique, c'est du jeu vidéo, c'est du fun avant tout. Voilà. Et pourquoi cette image? Ouais. C'est surtout voilà, des préservatifs sur la tête avec de la mousse à raser pour faire des images de référence, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, et ça c'est des petites recherches sur des créatures qu'on rencontre en fait dans le jeu. La mémoire a commencé par se fragmenter, puis l'ADN a commencé à dégénérer, et au final ça donne des gens un petit peu comme avec ça, des espèces de crânes hydrocéphales, une dépigmentation. Ah non, c'est la slide d'après, on y va direct ou tu veux parler de ça? Je sais pas, j'ai toujours un petit peu la honte, mais ça me fait rigoler et tout. C'était une petite session photo que j'ai fait avec... Donc au final c'est pour ces créatures-ci, donc voilà, le rapport est évident. J'ai des vidéos honteuses par rapport à ça, mais c'était pour illustrer voilà, le fait de... comment dire... C'était très rigolo à faire, hein, je vous avoue. Je sais pas s'il y a combien de personnes qui ont déjà essayé de se mettre des préservatifs sur la tête. Il y a eu pas mal de moments dans le projet où c'était un petit peu en mode... Be Kind Rewind, le film de Gondry, page comme ça se fait partout, même chez Activision, sur Call of Duty, ils prototypent des modes de jeu avec des boîtes à chaussures pour faire les tanks et des jetons en carton pour faire les soldats. Donc c'est voilà, il y a des moments, c'est vraiment... On est obligé de passer par là. Ouais. Et puis c'est un moment, je sais pas comment dire, d'expérimentation. Il y a plein d'exemples. Moi je sais que j'adore cette phase-là. Et pour aller dans le même sens, là voilà, vous avez une planche complète, plusieurs recherches pour les mêmes créatures. Donc un crayonné traditionnel en haut à droite, ce qu'on appelle une vue orthographique 3/4 en bas à droite, donc quelque chose de beaucoup plus technique qui va être fourni aux artistes 3D pour modéliser. Et la petite image en haut verte, pas l'image de gauche mais l'image du milieu,
Je suis descendu avec un autre concept artiste, Paul Chadesson, sur le parking. C'était un jour d'été, il faisait extrêmement chaud, il était en Bermuda, enfin voilà, on crevait vraiment. On a commencé à essayer de jouer, à prendre des photos et à jouer aux créatures. C'était à la fois pour avoir une base, voilà, pour repeindre rapidement dessus, et même aussi pour se mettre un petit peu dans le bain, pour se mettre dans la peau de ces créatures-là, pour essayer de voir un petit peu au niveau du déplacement comment elles pourraient agir. Le fait que ce soit aussi des créatures humaines à la base, c'est des êtres humains qui ont été, on va dire, légèrement modifiés. Et du coup, c'était super intéressant. Il y a le petit côté, je sais pas comment dire, passionné jeu d'enfant quelque part sur le parking, voilà. Je pense qu'on va commencer à parler de Nilin en particulier. Donc, comment est-ce qu'on a pensé le personnage, enfin surtout vous, d'un point de vue graphique. Donc les deux adjectifs qu'on avait déterminés, ça peut paraître un peu absurde comme ça, mais ça nous a pris vachement de temps de trouver deux pauvres adjectifs pour la décrire. Mais c'était rebelle et vulnérable. Voilà. Game design, c'est-à-dire ce que notre personnage va être amené à faire dans le jeu. Si c'est un jeu d'action-aventure dans lequel il y a des grosses phases de combat, quelque part c'est évident qu'elle doit avoir un look et une anatomie en relation avec ça, c'est-à-dire là en l'occurrence athlétique. On a souligné les jambes avec des espèces de prothèses high-tech. Elle a aussi deux gants, un gant blanc, un gant noir high-tech. Il y a tout un travail de symbolique qu'on retrouve dans la ligne graphique de communication du jeu, et c'est, on va dire, une petite réflexion qui irrigue un petit peu, enfin beaucoup de choses de son design. La complémentarité entre les deux, façon yin et yang. Mais aussi l'essentiel de l'approche qu'on a eue sur le développement visuel de tout l'univers, toute l'équipe, c'est l'équilibre entre ces parties high-tech. Et si vous regardez attentivement, elle a une espèce de petite veste, jaquette en cuir extrêmement moderne également, un t-shirt que vous pourriez avoir aujourd'hui et un jean. Et le jean, c'est un textile qui a été créé à la fin du siècle dernier, peut-être même encore avant, je crois, j'ai perdu les dates, mais qui est encore porté de façon, aujourd'hui. Voilà, je sais pas combien de personnes dans la salle portent un jean aujourd'hui, alors que ça a plus d'un siècle. Si vous portez un jean, levez la main. Ouais, il y a plus de la moitié des gens. Et bref, ce petit élément-là, ça nous permettait de ramener notre personnage principal, Nilin, vers quelque chose de crédible, de quelque chose de reconnaissable. En gros, les variations d'avant, on était dans un registre où c'était un petit peu trop space opéra. On aurait dit un personnage de Mass Effect 300 ans plus loin dans le futur. Et c'est vraiment ce que tu dis est hyper important, c'est-à-dire la notion de points d'entrée avec lesquels on s'identifie pour ensuite pouvoir, grosso modo, être projeté dans une histoire ou dans un futur où il y a des choses tout à fait nouvelles, mais qu'on va accepter parce qu'on a eu ces points d'entrée. Donc, dans le cadre du design de Nilin, c'est son jean. Pour simplifier, il y a d'autres éléments, mais il y a son jean. Il y a toute l'architecture haussmannienne dans Néo Paris qu'on a vu. Et même jusque dans le game design, en fait, ça traverse vraiment tout. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on a voulu avoir, du moins je l'espère, un minimum de sens. Mais c'est aussi un jeu dont on savait que pour qu'il trouve un écho le plus important possible, il fallait qu'il y ait des éléments connus de tous les joueurs d'action-aventure. C'est pour ça qu'il y a du combat, notamment. C'est quelque chose, bizarrement, qui est venu assez tard dans la conception. Au début de la conception du jeu, j'avais pas prévu de combat. Et puis bon, la conception s'est fait pour maturer aussi. Puis plus on a maturé l'aspect action du jeu, plus ça s'est imposé. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment transversal comme dynamique. Et d'ailleurs, quelle bonne transition. Je pense qu'on va parler un petit peu du combat, ou je me trompe, je sais plus. Le Sensen, ça va transitionner avec ça. Ouais, alors le Sensen, vous l'avez vu tout à l'heure, Jean-Max l'a présenté, c'est le symbole visuel de la technologie qui permet d'encoder les souvenirs. On a choisi un truc un petit peu différent, on va dire les archétypes de SF cyberpunk traditionnel. Je pense à Matrix. Matrix, c'est également Ghost in the Shell, où on a affaire à des implants sous-cutanés. Et là, on a travaillé entre guillemets sur la réalité augmentée. Et donc, cette espèce de cercle, ces cercles concentriques qui tournent autour de la nuque avec le cœur, le noyau orange. Encore une fois, c'est une relation, il y a tout un travail symbolique qui a été fait autour de ça. Et voilà, c'était histoire de trouver quelque chose d'un petit peu différenciant dans notre vision de ce futur cyberpunk. Donc, le système de combat, on va parler un petit peu des éléments graphiques du personnage qui amènent cette notion d'agressivité dans le combat.
Le but avec le système de combat, pour les plus gamers d'entre vous, c'était d'avoir quelque chose qui soit connu, encore une fois c'est dynamique, d'avoir un point d'entrée pour ensuite accepter des choses un petit peu plus nouvelles, adapter soi-même à son style de jeu et à la façon dont les ennemis allaient, dont les vagues d'ennemis allaient être composées, dont ils allaient se comporter. Donc c'est un système qu'on a appelé le Combo Lab. Et voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est un petit peu ouais, enfin, j'imagine qu'il y a plein de gamers qui pourront éventuellement poser des questions dessus à la fin, mais on va plutôt s'attarder sur le design, sur le spammer, sur les S-Pressen. Idem, c'est pas une armure physique, mais c'est une espèce d'extension en réalité augmentée qui est là pour signifier, voilà, on utilise aussi des codes jeux vidéo, on a besoin de communiquer avec le spectateur, le joueur, et rendre certains codes vraiment évidents et clairs. Et donc c'est des rajouts, des extensions qui sont là en relation avec des capacités, des pouvoirs augmentés de Milline. Donc en fait, le spammer, donc c'est cette arme à mi-distance qu'elle a en plus de son système de combo. Tout un tas de données ambiantes, c'est-à-dire que bah, voilà, on se balade ici, il doit y avoir 37 réseaux Wi-Fi à travers lesquels on marche. Et toutes ces données, toutes ces ondes, elle peut les agréger, c'est ce qu'on voit, et ça part de son Sensen, de son Senwall à l'arrière de la nuque, ça se propage jusque dans son bras, et elle peut, surtout le bras, ouais, et elle peut ensuite tirer ces données par salve contre les ennemis qui eux-mêmes sont tous sous Sensen, donc ont la même interface en réalité augmentée, et en fait leur envoyer ces données, ça va les stunner pendant un moment, donc les immobiliser, et ça va pouvoir donner un avantage en combat. Donc ces éléments-là ne sont pas physiques, ne sont pas tangibles, c'est de la réalité augmentée. Au niveau visuel, on a essayé de travailler sur une extension du corps et des recherches qui tournaient autour de l'écorché anatomique, c'est-à-dire en fait souligner la musculature, mais comme on n'est pas dans un registre, enfin c'était juste de la suggérer et l'évoquer, puisqu'on n'est pas dans un registre physique où il ne s'agit pas d'un exosquelette ou d'une armure qui augmente en fait physiquement les performances. Et donc, si je ne me trompe pas, on a une petite vidéo qui va vous montrer un peu l'esprit du combat dans Remember Me. What was that? Aussi d'avoir
des ennemis qui soient suffisamment nombreux et diversifiés pour renouveler le challenge du jeu continuellement, et puis pour aussi avoir tout simplement cette notion de diversité tout au long de l'aventure. Donc là, on va aborder quelque chose, un autre aspect du gameplay en fait, qui est le Memory Remix. Donc le Memory Remix, c'est vraiment, là on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment là d'où tout est parti en fait. C'est une idée qu'on a eue dès le tout début du projet en fait, en août 2008, qui a mis beaucoup de temps à se réaliser, mais qui moi me tenait vraiment beaucoup à cœur dès le début. En particulier la notion d'effet papillon. Le Memory Remix, c'est quoi en fait? C'est le pouvoir qu'a Nilin. Donc Nilin est chasseuse de souvenirs, elle a le pouvoir de plonger dans vos souvenirs et de voler ce que bon lui semble. Et le Memory Remix, c'est un pouvoir vraiment spécial dont elle seule dispose en fait dans le jeu, et qui consiste à pouvoir plonger dans un de vos souvenirs, regarder ce qui s'y passe et changer juste un petit détail. Donc ça peut être par exemple bouger mon téléphone comme ça, retourner la feuille sur Alexis, du coup il ne saura plus où il en est dans ses notes. C'est comment est-ce qu'un détail dans ce que vous vivez peut, par effet papillon, changer le souvenir, peut vous changer vous, tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui, et par conséquence, changer le monde si on remixe les souvenirs des bonnes personnes. Si vous remixez le souvenir de Obama avant qu'il produise son discours d'investiture, vous pouvez changer la face du globe, géopolitiquement parlant, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, qui a aussi donné lieu, alors ça a été un long travail pour y arriver. Il y a eu tout un travail sur l'aspect graphique. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de recherche. On s'est pas mal égaré à certains moments. Je dirais qu'on a eu 1 an de flottement, notamment en termes de gameplay. Donc c'était les intentions design, les intentions artistiques, dont ce qu'on voit là en fait est un petit peu le symbole. Je ne sais pas si tu veux en parler. La notion d'ego room, la représentation de la mémoire. Ma feuille, je sais plus où j'en suis. Je suis perdu. Bon, donc, ouais, pour parler du rendu de la mémoire. Donc à gauche, vous avez la représentation en fait d'un souvenir digitalisé. À droite, c'est ce qu'on appelle l'ego room. L'ego room, on va dire que c'est une espèce de. Les deux sont extrêmement similaires. On a choisi le même ton parce qu'elles sont, ces deux environnements sont vraiment corrélés. Donc à droite, c'est plutôt l'espace de stockage, on va dire, de tous les souvenirs digitalisés. Mais à gauche, vous avez une séquence en particulier. Et ce qu'on a essayé de faire, au bout avec toutes nos recherches et toutes les itérations, c'est on s'est dit, bref, que c'est un souvenir, il est organique, il est flou, fluctuant. Dans un souvenir, en fait, on ne se souvient pas de tout, même si on a l'impression, en fait, si vous réfléchissez à vous, un souvenir récent, peut-être un souvenir d'il y a un quart d'heure, ou je sais pas, demain vous vous souviendrez en fait de cet espace-là, et si on vous demande en fait de le décrire, vous vous souviendrez peut-être d'une espèce d'auteur de plafond, vous n'aurez pas fait gaffe, vous vous souvenez de certaines lumières, et c'est une impression générale, globale. Vous avez c'est même une impression émotionnelle. Si vous vous rappelez de votre dernière soirée géniale que vous avez passée avec tous vos potes, vous vous rappelez pas forcément de la couleur des rideaux en fait. Exactement, vous vous souviendrez peut-être des 2 Gugus qui étaient sur scène, du tapis rouge, du mobilier, l'essentiel que vous observez, mais pas de tout. Du coup, on a essayé d'appliquer en fait cette méthode-là, avec l'idée en fait de se focaliser sur une scène avec un rendu très théâtral. C'est Michel Cor, l'autre directeur artistique, qui a vraiment poussé dans cette voie-là et qui a vraiment apporté beaucoup de choses sur cette portion-là. Il y a le côté également, c'est pas organique comme je disais, c'est digital, d'où l'omniprésence en fait des petits cubes, des petites strates géométriques, des petits glitches dans l'espace, des espèces de câbles qui rappellent un petit peu les comment on appelle ça, des fils de marionnettes quelque part. Il y a le côté fil du destin également, parce que vous en tant que joueur vous allez tourner autour de cette scène-là, et tel un démiurge, tel une sorte de dieu, en fait vous allez pouvoir interagir sur certains éléments pour changer le cours en fait du souvenir en question. Et parfaite donc, transition, je pense. Allons-y alors. On va regarder un peu de Memory Remix, donc c'est changer le souvenir des gens et voir ce que ça fait. This is the target, Frank Forlan, new commander of the Saber Force. He's had a grudge against us for years, and now he's been promoted. He could be a real threat. Take him out for us. Take him out? You want me to
No, I want you to remix his memories, make him kill himself. It'll be less suspicious. Probably hooked up with some politician already. Don't say that in front of Forlan. Hell, he fired my buddy just because he wouldn't shoot a beggar who got in the way. Maybe we should follow the light so we can get out while we can. Ceremony will begin shortly. We're heading to your office now. I know. Just give me a minute. Unable to connect. Please leave a message. Alexia, damn it, call me. The whole of Paris will be watching my appointment ceremony. You can't let me down like this. I need you there. Message recorded. Selfish bitch. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank! Alex! You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You never even take the safety off. And I'm tired of pretending. Goodbye, Frank. Please.
Don't you dare walk out! What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You're not gonna take the safety off. Alex! So we're going to escort you to the courthouse right now. We can't delay this. Bastards. You're not taking me in for this. It was an accident. I won't give you the satisfaction. I'm so sorry, Alex. I'm so sorry. Une séquence très dure et très violente, même si elle n'est pas excessivement graphique. Ouais. Pour l'anecdote, encore le suicide hors champ à la fin, c'était inspiration un petit peu directe en termes de mise en scène d'Anabi de Takeshi Kitano. Ouais, c'est un gameplay qu'on a vraiment mis beaucoup de temps, on en parlera peut-être tout à l'heure, à mettre au point, à rendre accessible en termes de compréhension de ce qui se passait. Ça a vraiment été passionnant en termes de comportement du joueur, voilà, le volume d'informations qu'on est capable de prendre en un coup, de la façon dont on va interagir avec, dont on va anticiper. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les choses techniques, mais c'était en plus d'être vraiment, je pense, toujours un très beau concept. S'il y a vraiment une chose qu'on a réussi, je pense, c'est réussir à le rendre jouable, et ça, c'était vraiment une énorme satisfaction. Et ça a été, bon, le jeu a ses défauts, hein, clairement, mais ça a vraiment été reconnu assez universellement, donc c'est vraiment une de nos plus grandes fiertés, je pense à tous, chez Dontnod. L'autre élément dont on est très fier, c'est la musique. Donc la musique de Remember Me, c'est avant tout une rencontre. C'est un ingénieur du son plus tard, c'est John Kurlander, celui qui a fait le mix et l'ingénierie du son du Seigneur des Anneaux quand même. Donc c'était vraiment une équipe top avec le London Philharmonic Orchestra également, dans lequel se sont déroulées les sessions d'enregistrement. Et c'est un concept très simple mais très fort qui est en deux idées qui sont donc on se rencontre avec Olivier et je lui raconte un peu le jeu et je lui explique que dans le futur les souvenirs sont numérisés, voilà. Mais je lui dis pas que ça, on parle pendant un bon moment, mais il me regarde, il fait écoute, c'est simple, pour moi c'est un matériau organique que vous numérisez, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer des instruments live avec un orchestre philharmonique et je vais les passer à la moulinette, je vais les numériser et je vais m'amuser avec ça. Donc ça, on a une petite vidéo où Olivier et John vont vous en parler directement. I'm Olivier de Rivière and I'm a music composer for Remember Me. The Remember Me project started maybe 2 years ago when Jean-Max Morris, the creative director, met with me and told me what was behind Remember Me in terms of characters, storyline, and the universe. It took us a long time to figure out what the music should support, if it would be more the city, or more the story, or more the characters. We didn't want the music to be as powerful as for a game like Call of Duty or where the music is very strong. We wanted to do something a little bit softer because we wanted to be closer to Menin and to her story and her emotions. Sorry about your bar, Tommy. Be careful. There's a storm brewing, sweetheart. You don't let it swallow you up. Paris itself nowadays is included in Remember Me, but the new Paris in Remember Me is so much more exciting. You have the same buildings that we have today, but on top of them you have all those big structures
and all this modern, TV signals. It's really great. So I had the roots of Paris because I lived there, but I was also amazed by the work of Alexis Bricaud, the artistic director. It inspired me so much, in terms of colors, pace, in terms of how the music would fit into this universe. It was great. I mean, all the ideas came from the game. Right now we are recording the orchestra, but the next step is to take this orchestra and to put it into electronic processing. It's a beautiful sound, and we will keep the beautiful sound, but we will glitch this beautiful sound as Nilin is glitching the world she's in. So it's a reflection of what Nilin does to, New Paris and the people. How does it feel to get this and to know that I'm gonna screw it and be like... My name is John Kurlander, and I'm the recording engineer and mixer for the music on Remember Me. Get her! You've got to stop her! Get her now! Get her now! The orchestral score for this game is very, very different because the whole thing is composed in order to be electronically manipulated with some rhythmic elements in the electronic score. And so it gives it a very, very unique and interesting sound that goes perfectly with the imagery of the game. Video games to me are the most interesting medium nowadays because we are looking for a language. Music is a good, asset that you can use for the players because that's every time something that I try to do for any game I work on. It's like how the music can improve the player's experience. Olivier de Rivière, je le connaissais depuis peut-être bientôt 10 ans, j'avais failli prendre un local avec lui, c'était le pote d'un pote. Bref, ça on s'en fiche, mais c'est surtout sur la façon dont on a fait appel à ses services. Et en gros, on avait préparé une petite vidéo, ce qu'on appelle un... Comment ça s'appelle? C'est pas un test, mais je sais pas, tu te démerdes. Ouais, ok. Donc voilà, une petite vidéo de 2 minutes à illustrer, en fait, et cette vidéo-là, elle a été donnée à d'autres musiciens, dont Olivier de Rivière, parmi le... Il y avait une quinzaine de musiciens, il y en avait d'autres qui ont travaillé sur des blockbusters cinéma, sur des blockbusters jeux vidéo, il y avait des musiciens également de labels, des gens qui avaient moins d'expérience dans le jeu vidéo, et en gros on s'est tous réunis ensuite entre associés, puis d'autres leads de corps de métier à Dontnod, et en gros on a voté sur quelle était la bande son qui nous semblait la meilleure, sans savoir en fait, donc juste ces 2 minutes d'essai, sans savoir qui était derrière. On est tombé unanimement d'accord sur le travail d'Olivier de Rivière, donc du coup c'était cool, le fait qu'on tombe tous d'accord. Il y avait aussi un truc génial, c'est de voir, savoir qui fait la musique. Ah bah c'est Olivier, voilà, moi je le connaissais, il y a d'autres personnes qui le connaissaient. Le fait que c'était le seul français aussi de tout le truc, de la listing d'artistes, ça permet également une communication facilitée, même langage. Et ce que tu sais peut-être pas, mais c'est que comme toi, il a horreur qu'on lui demande de pitcher, c'est-à-dire qu'il a été mis en compétition avec d'autres. Il l'aurait pas fait s'il et ce qu'il m'a dit après, c'est qu'il m'a dit comme ça m'énervait, j'ai mis mes idées les plus folles, les trucs dont je me disais ils les voudront pas, mais je m'en fous, au moins je leur montre que je suis un taré. Et c'est ça qui nous a plu. Donc quand il est arrivé, il s'est dit ok, vous devez être aussi taré que moi. Donc ça c'était vraiment marrant quoi. On s'est vraiment retrouvé là-dessus. Puis derrière ça s'est passé super bien. Donc on va continuer rapidement sur. En fait, on va bientôt arriver à la fin
cette petite réunion entre amis. On va vous passer dans quelques instants en fait un petit making-of qui a été fait pour le jeu, si vous voulez le regarder, que nous on trouve très bien. Et puis derrière, il y aura Alain et Stéphane donc, qui nous rejoindront pour une table ronde. Et à ce moment-là, on pourra discuter ensemble, prendre des questions, tout ça. Le making-of, il dure 20 minutes. Il dure 20 minutes, ça fera une transition en fait, entre les deux sessions, si ça vous intéresse. On couvre un petit peu toute la jeunesse du projet et ça nous permettra en fait de faire nous la transition entre cette partie-là et puis la partie d'après, la table ronde, avec Stéphane Beauverger et Alain Damasio pour parler un petit peu plus de tout ça. Mais d'abord, très rapidement, un peu de promo. Il y a un artbook qui a été produit avec la maison d'édition américaine Dark Horse. Donc voilà, les Utopiales, enfin le salon, la librairie a fait un truc super, ils ont réussi à en avoir. Pour l'instant, il n'y a pas d'édition française, donc c'est de l'import. Dedans, il y a plus de 300 visuels, mais c'est 300 visuels qui ont été sélectionnés sur les plus de 2700 qui ont été réalisés pour le jeu. Donc voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée, une échelle par rapport à tout le volume qui a été fait. Sur Remember Me, quasiment tout a nécessité un design, c'est-à-dire que ce soit une plainte, que ce soit un écran télé, que ce soit un immeuble, il y a un design derrière, ou en tout cas il y a un choix graphique à faire, il fallait créer ces choses-là. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont expliquées, qui parlent le côté épique, spectaculaire. Vas-y. C'est un magnifique livre, on n'a pas eu beaucoup de promos, malheureusement, ça c'est encore une autre histoire, mais ça, c'est un livre dans lequel toi, t'as mis tes tripes, dans lequel t'as passé énormément de temps, ou je sais pas, t'avais peut-être sous-traité le truc. Au niveau du rédactionnel, tout ça aussi, le fait de l'écrire. Puis encore une fois, pour moi, ça a été un travail de titan et il est magnifique. Comment on appelle ça? Coffee book à l'ancienne, et c'est aussi un bouquin souvenir. Je sais pas non plus. Essentiellement centré sur la partie graphique, et c'était tout le travail qui a été accompli pour le mettre en fait dans un bouquin. Et encore une fois, c'est c'est pas du tout que mon travail, c'est le travail de toute l'équipe, en tout cas tous les concept artistes, l'autre directeur artistique, toute la partie visuelle. Et à la fin, voilà, on s'est même permis, l'éditeur était moyen chaud, mais de rajouter les crédits de tous les gens du studio. Donc c'était cool, avec même une petite galerie photo. Pour nous, c'est un petit peu le petit objet souvenir par rapport à cette longue production. Tout à fait. De très belles images. Plein de choses, les rendus 3D, les croquis préliminaires qui sont faits en réunion, des petites recherches d'atmosphère. Et donc voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est pour ceux qui veulent, de regarder un petit making-of d'une 20aine de minutes de Remember Me, qui a été fait par un pote à nous, Nico Petrimo, en collaboration avec Capcom et Sci-Fi. Et puis on se retrouve après pour la table ronde avec Alain Damasio et Stéphane Beauverger. À tout à l'heure. Merci. Remember Me, c'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui se passe à Néo-Paris en 2084, dans un monde où les souvenirs ont été numérisés par un réseau social qu'on appelle Memorize. Et dans ce monde, on va incarner Niline, une chasseuse de souvenirs d'élite qui a le pouvoir de voler vos souvenirs ou changer vos souvenirs pour vous changer vous et peut-être changer le monde. Et Niline, on a effacé sa mémoire au début du jeu, à la prison de la Bastille, et toute sa quête va consister à récupérer cette mémoire, cette identité, pour savoir, pour redécouvrir qui elle était. Envie à la base de faire ce projet par Hervé et Oscar. On était prêts, on était mûrs. Et donc, comme dit Oscar, on a eu une discussion sur un balcon. Et donc, Oscar me disait, bon, t'aurais pas un projet, toi? Je dis, bah si, j'en ai un. Un projet qui correspondait assez bien à l'ère du temps, à la dérive. C'était un projet dont le nom de code était Adrift. Ça partait d'une idée sur la dérive d'un père de famille. Pour moi, le déclencheur, ça a été Oscar qui m'appelle, qui me dit viens, on va parler d'un nouveau projet. J'allais dire là comme ça, un petit peu réticent, normal, mais pas tant que ça, puisque je me suis dit alors qu'on y va banco. C'est là qu'Alain Damasio est arrivé en fait, parce qu'il connaissait Alexis. Je dis c'est quoi le thème, ça parle de quoi? Il me dit bah c'est dans le futur, Paris inondé. Donc je me dis, bon, la dérive, ça me plaisait pas mal. J'ai poussé l'idée de réalité augmentée en me disant, bah ok, on augmente la réalité, mais si on augmente la réalité, ça veut dire qu'on peut l'enregistrer. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de partir de l'idée d'une technologie comme ça, capable d'enregistrer chaque moment? D'en faire des
souvenirs, des petits fichiers qui vont pouvoir échanger. Et au début, je me souviens, on était sur ce bout de carton avec Jean-Max, il me dit, mais remix, memory remix, tu vois. Et c'est là qu'est né le truc clé de dire, on va remixer la mémoire. En fait, c'est ça. Le gameplay, ça va être ça. Imaginons que je vis dans cet univers avec ce paradigme-là, ma mémoire, chacun de mes souvenirs peut être numérisé. Qu'est-ce qui se passe? Quelle économie on a? Quel est le type de société? Quelle révolte ça génère? Donc voilà, on a constitué comme ça ce qu'on a appelé la Bible narrative, qui est un gros document qui fait un petit peu plus de 1000 pages. Donc à cette époque-là, on a un Néo-Paris 2084 complètement inondé, où Liline pourra se déplacer avec son wakeboard, donc une espèce de planche de surf qu'elle a collée sous ses pieds, aimantée sous ses pieds. Et on avait tout un gameplay de poursuite de véhicules très différent du jeu actuel. Entre-temps, grâce à nos investisseurs, on a pu monter des protos. À l'été 2009, on finalise une vidéo démontrant notre gameplay principal qui était le combat, qui dure à peu près 1 minute 30. On a vu que Sony, c'était vraiment le partenaire qui, au final, était le plus intéressé par ce qu'on faisait. Donc on était sur un jeu d'action-aventure, ils nous ont demandé d'aller vers plus de RPG. Donc on s'est dit, ouais, cool, du RPG, un petit peu plus. Des nouveaux programmeurs sont arrivés, des nouveaux game designers sont arrivés assez rapidement. On est monté à une quarantaine de personnes, je pense, au bout de 6 mois. Donc après la signature, Sony nous a demandé de monter un niveau complet. Donc l'objectif de ce niveau-là, c'était d'avoir 20 minutes, une demi-heure de jeu. Notre niveau, donc celui qui démontrait nos mécaniques action RPG, c'était le niveau qu'on appelle maintenant Saint-Michel en interne, mais c'était une mission en fait où on devait aller voler un souvenir dans la tête d'une architecte. Donc on pouvait choper une mission secondaire, on pouvait voler des souvenirs un petit peu dans la tête de tout le monde. Donc là on a poussé certains curseurs en production, mais on est quand même assez satisfait du résultat de ce mix entre l'ancien parisien, avec un petit bâtiment typique, et une projection vers le modernisme. Après, il y aura encore d'autres étapes de modification sur Niline où on doit faire d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est Niline telle qui a été prévue à cette étape du projet et acceptée par notre éditeur à cette date. Ce qu'on a essayé de faire avec Niline, c'est vraiment d'en faire un glitch, un bug dans la matrice de Memorize. C'est vraiment le grain de sable qui va venir dérégler tous les plans bien huilés de Memorize, l'entreprise contre laquelle elle se bat. Et cette notion de bug, c'est quelque chose qu'on décline ensuite à travers tous les pans du jeu, et notamment en termes de graphisme, avec ces sautes à l'écran qu'on retrouve très souvent à travers tous les effets visuels du titre, et également en termes de musique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des glitches dans la musique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un son de violon sur une pédale comme ça, et on va avoir... Son design a principalement été influencé par 2 choses qui sont son univers et son gameplay. Justement, il faut que le personnage il soit fort au niveau visuel, mais il faut que son look, sa représentation en fait corresponde à ses capacités ou à ce qu'elle fait dans le jeu. Si on revient à la préhistoire du projet, il y avait toute l'adéquation avec le wakeboard et une démouture assez avancée. Elle avait encore des éléments qui la rendaient trop space opéra. C'est un petit peu une tenue de combat futuriste. Sa tenue manquait vraiment de référent réel. On aurait dit un petit peu un space suit en espèce de coque de matériaux non reconnaissables. Nous, on voulait justement un travail. La réalité augmentée apparaisse comme une interface de tous les jours. Casser un petit peu la routine cyclique de ces codes justement graphiques qui sont toujours les mêmes. Et là, l'idée au niveau de l'ergonomie, c'était d'évacuer tous les effets stylistiques, on va dire des années 80 avec des 0 et des 1, le côté un petit peu trop geek, et de revenir vraiment à l'essentiel et de penser en termes d'ergonomie et de lisibilité. Notre aventure, elle se passe dans la même ville, à Néo-Paris, et un de nos enjeux principaux en termes de développement, c'était d'offrir aux joueurs une expérience de jeu large avec des types d'environnements vraiment différents.
Et là, le fait de commencer à réfléchir à des espaces virtuels, les espaces de stockage là, de tous ces souvenirs, ça nous permettait d'ouvrir une nouvelle porte et de créer des environnements sur lesquels la physique réelle avait encore moins de prise et quelque part on pouvait délirer, aller encore plus loin et proposer des choses vraiment étonnantes. Finalement, en fait, pour aller dans le sens du gameplay et du développement, c'est devenu des espèces de... Enfin, on a essayé de se focaliser sur le combat, puisque le combat, en fait, c'est un élément de game design qui est au cœur du jeu. Et du coup, voilà, il y a beaucoup plus de combats dans ces espaces-là, où on combat des avatars, des représentations digitalisées numériques d'autres ennemis. Ça, c'est un peu notre spécificité, c'est d'avoir un combo lab, c'est-à-dire la possibilité pour le joueur de fabriquer ses propres combos, ses propres enchaînements. C'est-à-dire qu'on a 4 combos qui sont comme 4 armes qu'on aurait dans un jeu d'action-aventure et on va les customiser au fur et à mesure. Ce que j'ai voulu faire vis-à-vis de la musique, c'est que dépendant de comment le joueur approchait le combat, appréhendait le combat, et ben la musique allait suivre ses choix. Ensuite, s'il décide par exemple de faire un overload, il chope le mec. Voilà. Ça illustre ce qui se passe et il repart en combo. En fait, dans notre contrainte de design, il y avait la fonction de base en fait, du personnage et le fait qu'ils étaient censés au tout début se bastonner en fait qu'avec les poings et qu'avec les pieds. Ouais. Et en gros, à la base, on avait des espèces de boxeurs du futur avec... un truc qui était bizarre quand même. Le fait qu'ils combattent avec les poings et les pieds, en étant une force d'intervention, ils étaient un peu décalés, je trouve. Et du coup, on a travaillé sur les animations, tu as vu ces personnages 100 000 fois, et là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui te remarque en fait qu'au niveau graphique, il y a une espèce d'élément qui ressemble à un soutien-gorge. Et une fois que tu l'as vu, en fait, tu l'as relevé, tu vois plus que ça, quoi. Ce sont vraiment des ennemis qui ont beaucoup d'importance dans Remember Me et qui ont gagné de l'importance au fil du développement. On les appelle les Enforcers et c'est la police privée, en fait, la face officielle de Memorize, l'entreprise contre laquelle Nilin se bat. Donc en février 2011, Sony vient nous voir et nous annonce qu'il décide d'arrêter une dizaine de projets dans le monde et malheureusement on en fait partie. Et là c'était nerveux quoi, on s'est mis à rigoler comme des abrutis quoi. Et donc, bon bah les gars, voilà, c'est fini avec Sony, on vient d'être killés. Quand on s'est retrouvé sans éditeur, déjà il y avait potentiellement moins de sous, donc il fallait faire des choix de raison. Et en plus, on avait l'opportunité, il ne fallait pas qu'on attende trop longtemps pour la saisir, de revenir à notre vision initiale. Même si encore une fois le RPG c'est pas quelque chose dont on a senti que ça nous était imposé. Cette contrainte budgétaire temporelle cruciale, je trouve sont donné beaucoup de choses. Tout à coup on n'avait plus le choix, il n'y avait plus de place pour se dire on aura le temps, on va réfléchir, on va voir. Là il fallait être précis, il fallait pas hésiter à trancher. Comme tu peux voir là, c'était qu'on n'était pas du tout satisfait du rendu, du feeling en jeu qu'on avait avec cette version. Donc on s'est dit on va vraiment ramener un élément actuel fort qui permettra une identification. L'idée c'était justement le jean et le petit t-shirt sobre. Le jean c'est un textile qui a été créé à la fin du 19e, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et du coup l'optique, la réflexion derrière, c'était appliquer la même démarche. Et même si on est en 2084, Nilin pourrait toujours porter un jean, même s'il est un petit peu modifié, même s'il y a des trucs un petit peu plus hype ou design dans la structure, dans les coutures ou ce genre de choses. Et c'est la même chose pour le monde en fait, en termes de conception. Si ton monde il est trop baroque, il est trop décoré lurel, il y a aussi de fortes chances que tu perdes ton public, ou en tout cas que tu perds la connexion que tu peux avoir avec ça. Et alors on s'est dit on va reprendre les codes vraiment cyberpunk, on avait les inspirations Blade Runner, on avait les inspirations forcément de la ville de Paris, on avait toutes nos photorefs, on disait comment mixer le look parisien avec de la science-fiction de prospective. Il y a beaucoup de recherches, que ce soit sur les matériaux qu'on réutilise ensuite, les matériaux des rideaux de fer, le design des portes. Donc là par exemple, on a un set de fenêtres qui vient s'adapter parfaitement à la géométrie, et la géométrie brute qui, tournée de toutes les façons, donne des façades différentes. Voilà. Donc du coup, avec cet objet-là, j'ai pu créer des décors entiers. Là, tout ce que tu vois là au niveau du décor, c'est fait avec un seul module de favelas. En gros, on va dire que ceux qui habitent dans les bas quartiers
ne l'ont pas forcément choisi, ils y sont retrouvés parce que la ville a été en grande partie détruite et qu'elle est en phase de reconstruction et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Dans les quartiers plus résidentiels, ce qu'on appelle le Mid-Paris, on a principalement affaire à des gens qui ont une vie stable et tranquille. Et enfin, ce qu'on va appeler le High Paris, c'est le Paris du futur. C'est-à-dire que là, ce sont des endroits comme la Tour Memorize où on va essayer d'amener ce que pourraient être les sociétés du futur liées à la mémoire. Donc là, on venait de passer 6-7 mois sans éditeur, mais on avait énormément de matériel à montrer, des vidéos, des phases de gameplay, des phases de jeu, et on décide d'aller à la Gamescom avec toutes ces choses pour les montrer aux éditeurs. On a signé avec Capcom et on est tous très contents. C'est une nouvelle qu'on a, voilà, ça va être Noël. C'est une nouvelle qu'on a pu annoncer à l'équipe la semaine dernière. Là, vraiment, c'était la super euphorie, machin. Bon, mais pendant ce temps-là, il fallait quand même faire le jeu. Là, maintenant, tout de suite, on a l'E3 en visu pour juin. Et en fait, on va présenter cette séquence avec le dropship. On doit montrer une énorme partie de notre jeu. Tout doit être définitif, les décors, les effets spéciaux, les animations. Toute la partie lighting doit être intégrée et finale. Je m'occupe du lighting sur Remember Me et ça consiste à mettre en lumière des décors 3D, des environnements. C'est une scène que je reçois telle qu'elle. Mon travail en fait c'est de le mettre en lumière. Donc là c'est brut, là c'est une mise en lumière. Et par-dessus on va mettre des artefacts, des petits volumes qui vont agrémenter la profondeur de l'image, un brouillard. Et pour terminer par exemple des effets de réflexion qu'on va retrouver sur l'eau, sur les décors métalliques, etc. Le 3, c'était un petit peu ça, on avait tout préparé, on était prêts, on allait y aller, et puis on s'est rendu compte qu'un des trailers qui avait été développé n'était pas au niveau. On ne pouvait pas lancer le jeu avec ce trailer-là. Ça a été méga frustrant, quoi. Mais bon, on a bien fait la Gamescom juste après. Quand on a eu la réaction du public à une nouvelle IP avec un personnage féminin né au Paris, avec un gameplay un petit peu fou qui était le Memory Remix, quand on a vu tout le buzz que ça a généré, la validation enfin du bébé qui partait gambader dans les allées du public, ça c'était vraiment extraordinaire. Toutes les cinématiques et tous les Memory Remix ont été faits en motion capture. Jean-Luc avait la vision générale d'une scène. On avait Justin Villiers, un anglophone, qui faisait la direction d'acteur. On avait Carole qui s'assurait que tout était cohérent par rapport aux contraintes techniques, par rapport aussi aux dimensions des plateaux et des environnements dans le jeu. Bâtir un gameplay de remix de la mémoire, l'idée c'est waouh, c'est génial et on croit qu'on voit tout de suite ce qu'on va faire. C'est hyper dur. Encore une fois, il y a eu plein d'itérations. On a démarré de très bas, on va dire. Voilà, premier prototype, c'est moi et mon père, et où on avait mis en scène une séquence assez alambiquée. Ken, vas-y, laisse-moi monter sur la rambarde, s'il te plaît. Non, pas question, tu restes avec moi. Eh ben si c'est comme ça, moi je me casse. C'est un concept tellement fort, je pense, que derrière, pour l'amener à la dure réalité de comment c'est qu'on y joue avec une manette entre les mains, il y a forcément eu beaucoup d'enjeux, beaucoup encore une fois, d'itérations, tout simplement. Et je pense que le problème de fond, c'est qu'on donnait l'impression qu'on était en train de changer le passé. Et on est arrivé, au final, sur un dernier prototype, où en fait on a pris un peu le meilleur de tout ce qu'on avait fait avant. Un souvenir est un peu flou, tu te rappelles pas de tout en fait. Et donc on s'est dit, on va vraiment supprimer ces éléments-là et ne montrer que ce qui est important. Et du coup, en supprimant les murs, notre souvenir donnait la forme d'un petit plateau avec... Petite scénette, comme tu disais, théâtrale, on focalise juste sur l'essentiel, pas le reste. Tout ça a été rempli et donc c'était carton plein et en plus tous les gens à qui on le montrait étaient vraiment extrêmement réceptifs. Les derniers mois de la prod, c'est vraiment le moment où tout devient concret, c'est-à-dire que tout ce qu'on a imaginé au début
devient vraiment montrable et compréhensible, enfin vraiment tangible pour tout le monde. Jean-Max attendait d'avoir la musique intégrée, et quand on a intégré la musique, il m'a dit « Enfin, la vision que j'avais du jeu est là ». C'est-à-dire que l'intention que lui avait, il manquait ce quelque chose qui était la musique, justement. Quand moi, je me disais « Bon, je vais quand même pas aller jusque-là », c'est-à-dire prendre l'orchestre, aller enregistrer un vrai orchestre et le manipuler électroniquement, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit « Ah bah oui, ça il faut le faire, et puis il faut le faire avec un bon orchestre ». Et alors que moi, je lui proposais des idées, à savoir on va prendre une source acoustique pour en fait capturer le fait que dans le jeu, on part d'une source organique, c'est-à-dire la mémoire, et on la digitalise. Et je lui avais dit, on n'a qu'à enregistrer des instruments, les digitaliser et les manipuler comme ça. Un débutant fidèle à la cause. Et il est ton plus grand fan. Donc on avait vraiment une couleur d'orchestre. Et ensuite de ça, celui qui est venu enregistrer, c'est John Curlander, c'est celui qui a enregistré la musique du Seigneur des Anneaux. Dernièrement, il a fait Die Hard 5 et World War Z. Il est venu en fait prendre le meilleur de l'orchestre et donc donner au jeu le meilleur enregistrement qu'on puisse avoir. On avait envie de transporter le joueur plutôt que de lui dire attention là, tu vas rentrer dans quelque chose qui se prend au sérieux dans le sens c'est sombre. Voilà. Là on n'est pas là-dedans, quoi. Prends plaisir à visiter Néo-Paris. Encore une fois, on est hyper fiers du résultat et voilà, je ne changerais rien si c'était à refaire. C'est vraiment une qualité que j'ai adorée chez Jean-Max, c'est qu'il a tenu le concept du début à la fin. Et j'ai envie de dire du tout début sur le morceau de carton jusqu'à la toute fin, on est toujours sur le même thème, Memory Remix, Memory Remix, Memory Remix. Il a rien lâché là-dessus, si tu veux. Sur ces 5 années, jusqu'à ce que le jeu sorte, Remember Me, on a eu des changements de cap fréquents, du démarchage commercial, suite à signature avec Sony, puis recadrage vers d'autres éditeurs et signature avec Capcom. Donc c'est la vie, c'est pas un long fleuve tranquille dans le jeu vidéo, il faut savoir s'adapter et reconfigurer la production. Et plus tard, dans quelques mois, peut-être qu'on pourra voir un petit peu la masse de travail et d'intensité d'énergie qu'on y a laissé, quoi. C'est vraiment ça. Cette aventure humaine qu'on a eue entre nous pendant ces 5 années, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y avait qu'à l'extérieur ou qu'à l'étranger qu'on pouvait réaliser ce genre de choses. Et là, le fait d'être arrivé quelque part à créer tout ça, c'est une forme de fierté énorme, quoi. En plus de toutes les petites anecdotes qu'on aurait à raconter, l'aventure humaine, il y a presque un truc familial. Là, je pense en particulier à mes associés, le rapprochement qu'on a eu et toutes les étapes qu'on a dû affronter.